C'est la communion avec la nature, quelque Bon part. voilà, une petite fille qui s'apprête à nourrir les orques. Francis, je crois qu'ils ont bouffé un piaf. Encore? Non mais putain, mais c'est pas vrai, quand est-ce qu'ils vont s'arrêter de faire des conneries ceux-là? C'est la communion avec la nature, Francis. Non mais d'accord, la communion avec la nature, mais là y a des enfants qui regardent, putain, c'est quand même dégueulasse, ça se fait pas. On va encore passer pour des cons, comme d'habitude. C'est vrai que là, il lui a quand même bien niqué sa mère au piaf. Ah bah super, merci de soutenir Jean-Pierre, je vous sens très concerné par ce qui se passe. Ah bah voilà, une orque qui mange de la barbaque, qu'est-ce qu'on voulait qu'on vous dise? C'est carnivore, hein. Ah c'est carnivore ok, mais pas pendant mon spectacle, putain, c'est carnivore de ce que je lui donne. C'est pas vous qui allez avoir les parents sur le dos pour dire que les enfants vont faire des cauchemars, hein. Je vous rappelle qu'il y a Disney juste à côté, ils vont venir me demander pourquoi il a bouffé Donald. Ah non mais je rêve, maintenant il y a Brigitte qui se balade avec les ailes du piaf, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Ah ça, je crois que vous l'avez dit, Francis, on est vraiment en train de passer pour des cons, ouais. Oh ça va, y a pas de quoi rire, hein, ça me rappelle la fois où ils ont bouffé Bébert. Mais non, ça mord pas les orques. Ah putain, elle m'a chopé le cul la salope. Ou la fois où ils ont bouffé Nanar. Ou la fois où ils ont bouffé Nanar, ouais, tout à fait. Ah non, mord pas comme ça fait mal. C'est vrai qu'ils en ont quand même bouffé du monde, hein. Ouais, bah va vraiment falloir qu'ils mettent le frein là, parce que moi entre les piafs et les dresseurs, je commence vraiment à en avoir plein le haricot là. Effectivement, ouais, on se retrouve bien pour parler de SeaWorld aujourd'hui, t'as suivi. Et pour ceux qui sont encore un petit peu à la ramasse, il s'agit bien de SeaWorld Orlando en Floride. Parce que des SeaWorld, il y en a 4, il y a SeaWorld donc Orlando, SeaWorld en Australie, SeaWorld San Diego et SeaWorld San Antonio. Et SeaWorld Orlando est réputé pour être le meilleur de ces 4 parcs-là. En même temps, certains me diront que c'est pas très difficile. En même temps, quand on compare l'offre donc de SeaWorld Orlando et des autres SeaWorld, et ben SeaWorld Orlando c'est le seul parc à détenir 3 BM, à savoir Manta, Kraken et maintenant Mako. Le seul autre SeaWorld à se doter d'un BM, c'est SeaWorld San Diego en Californie qui se dote maintenant d'une Dive Machine BM qui va ouvrir en 2021. Sinon pour le reste de l'offre des autres SeaWorld, c'est sûr que les gens qui recherchent des sensations fortes y trouveront pas leur compte. Certes on peut y trouver du Mac, du GCI et même de l'Intamin, mais c'est pas parmi les montagnes russes les plus intenses que peuvent nous proposer les catalogues de ces constructeurs là, loin de là. Après ce qui est vrai aussi pour SeaWorld Orlando et ce qui nous arrange nous, c'est qu'il doit absolument tirer son épingle du jeu, parce qu'il est juste à côté d'Universal et juste à côté de Walt Disney World. Et quand t'as affaire à une concurrence comme ça, si t'as un petit peu envie qu'il y ait des gens qui viennent dans ton parc, t'as quand même intérêt à foutre la barre très très haut. Alors je sais pas s'ils mettent la barre excessivement haut, hein, faut pas pousser non plus, ça n'a rien à voir avec ses concurrents voisins, mais c'est quand même un parc qui propose quelques arguments qui nécessitent de le visiter quand on va à Orlando. Alors oui, il y a des montagnes russes, mais il y a aussi des orques tueuses. Et bah oui, parce que les orques, vous voyez ces bestioles là, bah j'ai appris que ça se disait une orque et non pas un orque, comme on peut le dire pour ces bestioles là. Et bah oui, parce que sans rentrer dans la polémique, on est pour ou on est contre les parcs zoologiques, on est pour ou on est contre les parcs qui font des spectacles avec les animaux, on est pour ou on est contre les parcs qui détiennent captifs des animaux. Et ben faut savoir que SeaWorld a un passif assez lourd avec ses orques. Lourd et important, ouais. Faut savoir que SeaWorld a eu une dizaine d'accidents plus ou moins importants avec ses animaux, hein. Les orques, c'est pas des chiens. Ah non, non, ça n'a rien à voir avec les chihuahuas, hein. C'est pas le petit chien à qui tu vas faire une caresse comme ça, genre, ah, t'es sympa, toi. Non, non, non. And how do you know when a whale's in heat? Just watch. The beast tries to pin the trainer under the water. Looks like love to me. Hey, close your eyes, kid. The 4-ton diva treats the trainer like a cheap pool toy. You wearing him out. Until he gathers the strength to jilt Miss Bossy. Poor thing. I hope he lets her down gently. Oh god, oh my god. Je vous rappelle que les orques sont des animaux carnivores qui aiment beaucoup jouer avec leurs proies avant de les tuer et qui balancent quand même des phoques vivants à 24 mètres de hauteur pour que ces phoques viennent s'éclater sur l'eau ensuite et que les orques puissent venir manger le cadavre du phoque qui vient de crever suite au choc. Hello, darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Ouais,
pas des chihuahuas, ouais. Et donc les fameux accidents à SeaWorld, je le mets au pluriel, et ben ça va tout simplement de la morsure à la jambe qui mène le dresseur à l'hôpital jusqu'au décès pur et simple du dresseur, ouais. On a tout ce joli panel d'accidents. Et donc là dans la vidéo, vous allez voir l'orque qui détient le record d'accidents mortels. C'est un mâle qui s'appelle Tilikum qui fait 6,90 m pour 5700 kg. Oh. Cette petite orque a fait sa première victime en 1991. C'était une étudiante qui travaillait dans l'aquarium Sea Land of the Pacific. Elle a glissé dans le bassin et ben l'orque s'est amusé avec elle jusqu'à la noyer avec 2 autres de ses potes et on a mis plusieurs heures à pouvoir retirer le cadavre de la fille à l'intérieur de la piscine. Enfin de la piscine, du bassin quoi. Suite à ça, cet aquarium a fermé et Tilikum a été transféré à SeaWorld Orlando. Deuxième victime en 1999 quand un mec a priori drogué et alcoolisé est resté à la fermeture du parc, a déjoué les gardiens, est entré dans le bassin de Tilikum et on a retrouvé son cadavre dans un sale état. Troisième et dernière victime en 2010, pendant une représentation, il s'agissait d'une dresseuse qui n'avait pas assez de poissons pour récompenser Tilikum, et ce bon vieux Tilikum, un petit peu frustré de pas avoir son lot de poissons, c'est ce qui a été dit par la suite, et ben a chopé la dresseuse par la jambe, lui a sauté dessus à plusieurs reprises une fois qu'elle était dans le bassin, je vous rappelle que la bestiole fait quand même 5700 kg, et ensuite l'a descendue jusqu'au fond du bassin en attendant qu'elle décède noyée. Voilà, donc sans rentrer dans la polémique pour ou contre ce genre de spectacle, est-ce qu'il est de bon ton de faire des spectacles avec des orques qui ne sont pas des animaux qui vous veulent du bien? Voilà, c'est pas des animaux dociles qu'on dompte comme ça, faut le savoir, hein. C'est des carnivores, ils ont envie de te bouffer la gueule, tu fais pas faire des pirouettes à des requins blancs, ça n'a pas de sens. Ou alors t'es très con. Voilà donc l'orque que vous allez voir dans cette vidéo qui fait des petites pirouettes hors du bassin, là, bah c'est le fameux Tilikum, qui a repris les spectacles 1 an après l'accident, hein. Les dresseurs n'avaient juste plus le droit de s'en approcher. Ah ouais, SeaWorld ils ont dit, oh ça nous crève le cœur, mais du coup il y aura plus de dresseurs à l'intérieur du bassin pour aller faire des pirouettes avec lui. Bah tu m'étonnes, ouais. Ah voilà, et puis ne vous étonnez pas si je parle d'un chameau, parce que chameau c'est la mascotte du parc qui représente une orque. Donc chaque orque protagoniste de ce spectacle-là s'appelle donc chameau. Enfin bon, ça vous fait une belle mise en jambe avant de commencer cette vidéo, et je vous laisse tout de suite avec ce que j'ai monté et ce que j'ai photographié. Vous savez bien ce que recèle ce parc, faites pas les ignorants. Oui, il y a de la poiscaille, mais c'est pas vraiment le sujet. Je voulais plutôt parler d'un des crédits les plus attendus de ce trip, ainsi qu'un deuxième BM en guise de bonus. Alors partons à la rencontre du coaster qui a su, en l'espace de 4 ans, être amené au rang de légende du monde des grands 8. Une fois que nous entrons dans le parc, la première chose que l'on voit est le majestueux Manta, l'un des crédits qui nous fait le plus saliver sur l'ensemble de ce trip, même si c'est vrai qu'il y en aura quand même quelques-uns des bons crédits. Mais Manta ne sera pas notre première destination, nous laissons monter la tension. Nous le regardons sous toutes ses coutures en se disant qu'il y a de fortes chances pour que ce soit une véritable tuerie. En attendant, une chose est sûre, il est superbe. Quelle pourra bien être notre première destination? Je vous aurais bien dit le nouveau Dark Ride de SeaWorld, à savoir Antarctica Empire of the Penguin. Ce Dark Ride a ouvert le 24 mai 2013, soit 2 jours avant notre visite, mais vu que le ride a affiché un temps d'attente de 2h30 toute la journée, et qu'il n'était pas compris dans notre bracelet coupe-fil, bah j'aime autant vous dire que les pingouins ce sera pour la prochaine fois, hein. Toujours est-il que la zone fait assez toc, on n'y croit pas vraiment, mais elle a au moins pour intérêt de désengorger le reste du parc vu le nombre de visiteurs s'engageant dans la file d'Antarctica. En tout cas, nous, on passe notre chemin, et curieusement, on n'est pas sûr d'avoir raté grand-chose. Alors, qu'est-ce que t'as d'autre à nous proposer? Bon, attends, hein, tu vas bien voir, reste tranquille. Je vous propose notre première attraction à SeaWorld qui aura en fait été un show, et plus précisément, le show de SeaWorld. Celui pour lequel tous les Américains sont complètement hystériques, celui de Shamu, l'orque bouffeur de dresseurs. L'enceinte de l'amphithéâtre est particulièrement grande, et l'assistance y est particulièrement au taquet, aussi bien en nombre de personnes qu'en enthousiasme. Le temps d'admirer le bassin et de regarder les badauds envoyer des SMS surtaxés pour faire triompher leur Bernard l'ermite préféré dans cette course endiablée, le show est sur le point de commencer. Mais nous aurons droit, avant ça, à une chose très curieuse et typiquement américaine. Avant de commencer, le speaker demande à tous les vétérans de l'armée américaine présents dans l'enceinte de l'amphithéâtre de se lever. Là, au moins un quart du public présent se lève. Puis le speaker demande à ce qu'on les applaudisse bien fort, et les applaudissements durent au moins 2 minutes dans une frénésie assez flippante. Ah, je vous jure, on n'a pas l'habitude, hein. Enfin, le speaker demande à tout le monde de se lever et de mettre leurs mains sur leur cœur. L'hymne américain est lancé en régie et tout le monde se met à chanter avec dévotion. Assez surprenant dans un parc d'attractions pour nous jeunes européens, d'autant que, voilà le contexte, hein, on s'apprête juste à voir un spectacle d'orques les gars, hein, faut peut-être se calmer. Mais voilà, bon bah c'est une autre culture quoi, qu'est-ce que tu veux. Allez, tout le monde a bien montré son amour du drapeau étoilé, on peut maintenant y aller. D'ailleurs, tire-toi vite fait avant de te faire bouffer l'oignon toi. Et du coup là, j'en appelle au bookmaker, quel dresseur va se faire bouffer en premier? Les paris sont ouverts. Allez, on y va, on lance le roulement de tambour et voilà qui voilà. Non, pas l'inspecteur Gadget, mais bien Shamu, la terreur des dresseurs, ouais monsieur dame. Oui, c'est lui, Tilikum, en chair et en os. En os ou en arête?
Alors au risque de vous décevoir, c'était quand même pas terrible cette affaire. Bon, comme tous les spectacles de poissons, me direz-vous. On les voit faire 3 pirouettes, manger du maquereau et arroser le badaud et emballer ses pesées. Bon, même si c'est vrai que c'est marrant de voir les gens se faire arroser par mètre cube entier dans la wet zone. Ouais bon, va falloir trouver un peu plus convaincant quoi. J'ai toujours eu un peu de mal à comprendre le succès de ce genre de show de toute façon. D'ailleurs, Shamu n'aura bouffé personne aujourd'hui, donc la déception n'en est que plus intense forcément. Bon du coup, où irons-nous noyer notre désarroi? Là-dessus, non, on va plutôt aller boire du vin en mangeant du poisson d'eau douce. Et le tout entouré par nos potes requins s'il vous plaît. Bon, ça permet de se rappeler que si tu veux bien manger aux États-Unis, t'as intérêt à prévoir le budget parce que pour le moindre resto un peu qualitatif, c'est tout de suite un bras que tu dois laisser et tu le laisses à d'autres types de requins que ceux dans l'aquarium là. Hein. Après nous être rassasiés, nous nous mettons en marche vers l'un des 4 crédits de cette journée. Et pas n'importe lequel puisqu'il s'agit de Shamu Express. Comment ça, y a mieux à faire à SeaWorld? C'est un grand vide thématisé Shamu, ça peut être qu'un super grand vide du coup. Regarde, ça a l'air top non? Mais si, allez on y va. Regarde ce lift comme il est impressionnant, tu vois que ça va être chouette, ton top 10 va en être tout chamboulé mon gars, crois-moi. Bon ok, c'était peut-être pas si bien que ça, t'as raison, bon bah on passe à la suite. Sur le chemin, nous serons allés tenter le simulateur local, à savoir Wild Arctic. Il s'agit d'un simulateur de vol estampillé WWF, tout ce qu'il y a de plus naze. C'est vieux, c'est mal branlé et c'est sans aucun intérêt. Le plus intéressant n'étant pas le rail dans lui-même, mais sa sortie transformée en station de recherche en plein Arctique. Le pré-show est un merveilleux docu National Geographic des années 80 sur la reproduction des morses et en sortant du ride, on se dit que même le Star Tours tout vieillot de la souris parisienne vaut plus le coup. Lui au moins il apporte une dose de nostalgie tout à fait sympathique, ce qui est pas franchement le cas de Wild Arctic, forcément. Comme je le disais, la sortie est un peu plus intéressante et propose son lot d'ours polaires et autres morses qui viennent voir ce qui se passe dans le coin de temps à autre. Le bassin des morses, quant à lui, simule l'eau sombre et ténébreuse de la banquise à la nuit tombée. Toujours à la sortie, on se retrouve sur cette fameuse base de l'Arctique et après les ustensiles d'expédition Everest nécessaires à la confection d'un bon cassoulet, nous avons trouvé les ingrédients dans Wild Arctic. Une fois tout ça ingurgité, on sera paré pour une bonne nuit de sommeil. Un peu lourde certes, mais qu'importe. D'ailleurs, j'espère que vous avez prévu le cache-nez, ça risque de loufer dans la chaumière, hein, je vous le dis. On fera aussi un peu de rangement demain matin les gars, hein, parce que là c'est quand même un petit peu le bordel là-dedans. SeaWorld ne se composant que de 3 grosses attractions, les 3 crédits restants en fait, nous aurons assisté à quelques shows pour pouvoir passer une journée à découvrir un maximum de choses. Ouais, parce que découvrir des kiddies, bon, en tout cas ce qui est certain c'est que ces spectacles, il suffit de les voir une fois. Genre à la prochaine visite, il y en a certainement aucun que nous aurons envie de revoir. Celui qui suit, s'il faut les classer entre eux, est le meilleur du parc. Il s'agit de pirates un peu branquignoles qui partent à la découverte d'une île déserte suppléée par des morses qui s'avèrent un tantinet plus intelligents qu'eux. Le spectacle vaut surtout pour ce qu'il précède. Arrivez un peu plus tôt et vous verrez un chauffeur de salle habillé en mime qui imitera certaines personnes qui entrent dans l'enceinte. À leur insu, bien évidemment, en se plaçant derrière elles. Le mime imitera leur démarche et fera comme si de rien n'était quand la personne concernée se retournera en se doutant de quelque chose. Assez hilarant et bien meilleur que le spectacle en lui-même en fait. Puisqu'on y est, vous voulez savoir quel est le plus mauvais spectacle de SeaWorld? Il s'agit d'un spectacle de dauphins avec des acrobates qui font du foulard et du trapèze. C'est nul et renul. Pourquoi? Parce que c'est totalement dénué d'humour, c'est répétitif, c'est pas spectaculaire et qu'on s'emmerde ferme. C'est si chiant que même lui s'est endormi, c'est dire. C'est bon, vous avez compris qu'il faut pas y aller? Bien. Bon, les conneries, ça suffit. Attaquons-nous plutôt au reste des crédits, et donc aux meilleures attractions du parc en fait. La première d'entre elles, ce sera Journey to Atlantis, un water coaster Mac qui renvoie Poséidon au dortoir et qui nous fait dire que finalement, ce genre de grand 8 peut avoir de l'intérêt. Journey to Atlantis est entrecoupé de sections Dark Ride et de coasters. La théma est soignée, c'est long, ça dure à peu près 5 minutes et en plus, c'est humide. Un très bon water coaster en somme, et ça, je ne l'aurais jamais cru. Vraiment, je peux vous dire qu'il rince pas mal le fumier. J'en veux pour preuve ma tronche de cake après la descente finale. Regardez-moi ça. Ça aussi, ça mouille, mais ça, c'est pas un crédit. Même si, évidemment, à 5 ans ou à 70, une bonne douche ne fait jamais de mal. Allez, maintenant, il reste plus qu'à aller faire de la valeur sûre. 2 BM s'offrent à nous. Kraken, le floorless, ou Manta, le flying. Gardons Manta pour la fin, allons faire Kraken. Il s'agira là d'ailleurs de mon tout premier floorless BM, et floorless tout court même. Ce grand 8 est dans la droite lignée des BM old school à la Dragon Khan. C'est-à-dire que la majorité du parcours joue sur les G positifs, à bien vous coller au fond de votre siège. Et un grand 8 comme ça, c'est toujours efficace. Dès la first drop et le premier loop, vous savez que ça va roxer. C'est pas le pire en la matière, mais cet engin est quand même assez costaud. Et ça, franchement, on aime. Ajoutons à cela que savoir-faire BM oblige, le train glisse comme sur des skis. Pas de secousses, pas de vibrations désagréables. Tout passe comme une lettre à la poste. Il faut bien avouer que le Kraken selon SeaWorld, il a quand même une drôle de gueule. Hein. Et c'est pas comme si c'était fini. Maintenant, il s'agit d'aller rider Manta. Le mythique Manta. Et mon premier flying d'ailleurs. Pour une première, quelle première? Muni de bracelet coupe-fil, nous n'aurons pas vu la file d'attente qui est apparemment superbe et nous aurons directement atterri sur le quai. Via
vient le moment d'embarquer, nous choisissons de nous mettre à l'avant. La première chose qui fait drôle, c'est lorsque tous les harnais ont été vérifiés et que les nacelles se relèvent pour vous mettre en position couchée. C'est pas du tout désagréable, hein, mais ça fait tout drôle. Allez, dispatch, nous montons le lift dans une position complètement inédite pour nous, qui plaira sans doute à toutes les personnes souffrant de vertige face vers le sol. Et au sommet, évidemment, voilà le moment de la drop. La descente fait son petit effet, mais c'est rien comparé à ce qui suit, le pretzel loop. C'est difficile de pouvoir imaginer ce que fait un tel élément sans l'avoir raidé. Certains adorent et certains ne supportent absolument pas. Cet élément, c'est un monstre d'intensité qui vous fait plonger de presque 30 mètres la tête la première dans une inversion qui vous fera raser le sol sur le dos avant de monter dans une poussée positive absolument déconcertante. Si intense qu'il oblige à faire une pause avant de remonter sur la bête. Cet élément est absolument bluffant, un truc que je n'avais jamais ressenti sur un Grand 8 auparavant. Le sang fait un va-et-vient dans tout le corps et ça fait vraiment drôle, hein. Il se balade tantôt dans les pieds, tantôt dans la tête, on le sent vraiment traverser tout le corps et cette sensation est vraiment très étrange. Je peux vous dire que vous ne vous y attendez absolument pas, ça va vraiment vous faire drôle, hein. Quand vous allez ressentir ça, vous allez vous dire mais je suis en train de faire un malaise ou quoi? Il se passe quoi ici? La suite du parcours est moins intense et bien plus aérienne, conférant une impression de liberté vraiment galvanisante. C'est simple, aucun élément n'est anecdotique, que ce soit les deux inline twists ou le corkscrew. Le layout s'enchaîne parfaitement et avec cohérence, enchaînant les acrobaties toutes plus planantes les unes que les autres. Le terme de flying coaster n'est vraiment pas usurpé, on a vraiment l'impression de voler. Une tuerie qu'on aura enchaîné un bon paquet de fois avant de quitter le parc. Manta mérite vraiment tous les louanges qu'on lui porte. C'est de la liberté, de la puissance et de la vitesse, trois termes qui définissent parfaitement ce qu'est ce coaster. Le soir venu, quand il est bien chaud, je vous laisse imaginer le bonheur que c'est. Et en plus de ça, c'est aussi bien que c'est beau. Le Grand 8 est absolument magnifique et ça, je crois que ça mettra tout le monde d'accord. Allez, un dernier tour de Manta et nous mettons les voiles à la fermeture du parc en n'omettant pas de saluer l'un des meilleurs coasters que l'oncle Doom ait eu l'occasion de rider à ce jour. Alors, SeaWorld Orlando, qu'est-ce que t'en as pensé? Bah heureusement qu'il y a Journey to Atlantis, Kraken et surtout Manta. Parce que pour le reste, entre les spectacles à poiscaille et les rides sans intérêt, c'est quand même pas la panacée. Le parc est plutôt joli et c'est toujours ça de prix. Mais ça, c'est un peu l'avantage de tous les gros parcs de la Floride et on les en remercie. Même si ça a rien à voir avec un Disney, un Universal ou un Busch Gardens niveau déco, hein, qu'on soit clair. Tout ça pour dire qu'une journée dans ce parc est largement suffisante pour en faire le tour. Et ce, bien évidemment, même avec l'ajout récent de Mako et bientôt d'Icebreaker. Mais ne vous en faites pas, si vous ne souhaitez pas particulièrement voir de la poiscaille, personnellement, pareil, j'en ai rien à foutre de la poiscaille, bah vous aurez bien assez à faire avec les BM du parc pour occuper votre temps libre. A noter que pour rappel, nous n'avons pas fait le tout nouveau Dark Ride du parc pour cette saison 2013, à savoir Antarctica, mais pour ceux qui ont regardé la vidéo à l'arrache, bah je doute qu'on ait raté grand chose, hein. Bon ouais, si ce n'est bien évidemment de voir un amas de pingouins sur une banquise artificielle, ça ferait rêver tout le monde ça évidemment, non? Allez, on fait une petite caresse à tic et tac devant l'entrée du parc, ils sont absolument pas sauvages aux États-Unis et on rentre à l'hôtel où la piscine n'attend que nous. Elle était bien cette piscine. Ce qui m'étonne quand même à SeaWorld, c'est de voir que l'offre familiale n'est pas très étoffée. J'entends par là qu'à part les spectacles, en termes d'attractions mécaniques, on trouve rien pour fédérer tout le monde. Il y a du kiddie évidemment pour les tout petits, les attractions familiales que sont Wild Arctic, Chameau Express ou Antarctica ne sont pas d'un intérêt mirobolant. On n'avait pas fait Antarctica lors de cette visite, mais j'ai regardé les vidéos YouTube par curiosité et ça a vraiment pas l'air glorieux. Et en fait, à part Journey to Atlantis, eh ben y a pas grand chose, tu vas devoir te coltiner des spectacles, hein. Et moi quand j'étais gamin, personnellement, j'avais la trouille de tout, donc à part les spectacles et à la limite Journey to Atlantis et encore, bah je suis pas sûr que mes parents aient pu me foutre dans grand chose, hein. Et après pour les plus téméraires, on a Kraken, on a Manta, on a maintenant Mako, un hypercoaster BM qui a ouvert en 2016 et bientôt on aura Icebreaker. Ça commence à ressembler à une offre qu'on peut trouver dans un parc comme Busch Gardens Tampa par exemple, avec plusieurs BM, plusieurs attractions qui t'arrachent vraiment la tête et bah rien à voir avec un SeaWorld quelque part. Ce qui n'a rien d'étonnant puisque Busch Gardens bah fait partie du même groupe, à savoir SeaWorld Park and Entertainment. Une filiale dont la maison mère est Blackstone, un énorme fonds d'investissement américain qui a quand même détenu fut un temps Universal Orlando Resort et qui détient encore Merlin. En plus, comme je le disais, de SeaWorld et de Busch Gardens. Ah ouais, ça pèse un petit peu dans le secteur du loisir, ouais, effectivement. Au fond, effectivement, c'est une offre qui nous convient tout à fait. On a vu que dans leurs différents parcs, ils commençaient à mettre des attractions de plus en plus intéressantes. Et par attraction, j'entends montagne russe, bien sûr. Mais c'est vrai que ça laisse aussi une sensation assez étrange de bah qu'est-ce qu'on fait pour la transition, quoi. Parce que depuis que les gens commencent à se dire c'est pas terrible qu'il y ait des animaux détenus dans des parcs comme ça et qu'on leur fasse faire des pirouettes avec des croquettes au bout d'une canne à pêche, et ben la fréquentation des SeaWorld elle est pas au beau fixe. Donc on sent que là, bah, ce qui faisait leur succès, à savoir ce genre de spectacle, et ben ça intéresse de moins en moins de gens et donc va falloir qu'ils trouvent autre chose. Et l'autre chose, c'est peut-être ça, se rapprocher peu à peu de ce que font leurs autres parcs Busch Gardens, c'est pas pour me déplaire. Et peut-être que je me plante complètement sur le sort actuel de SeaWorld, hein, c'est un ressenti perso, je me suis basé sur quelques chiffres pour voir que la fréquentation chutait bah, depuis justement qu'il y a cette prise de conscience. Personnellement, j'ai aucun avis sur pour, sur contre, je m'en fous un petit peu de ce débat. Donc non, je vous vois venir là certains, il y a rien de propagandal, ni d'un côté ni de l'autre, ça soulève juste quelques
quelques questions. Et par contre, quoi qu'il en soit, s'il vous plaît, ne vous privez pas d'aller vous faire un manta, d'aller vous faire un kraken, d'aller vous faire un mako. Parce que ouais, mako je l'ai pas fait, mais ça a quand même l'air très bien. Même si vous vous dites, ah je m'en fous des poissons, rien ne t'oblige à aller voir les poissons. Si tu fais l'impasse sur ce parc en allant en Floride, tu vas le regretter tôt ou tard. Et ça je te le dis, donc si tu l'as pas fait, quand tu iras là-bas, fais-le. Ouh, le pretzel de manta. Et par la même occasion, si tu veux voir ce qu'est un bon water coaster Mac, eh ben va faire Journey to Atlantis, parce que là c'est pas que le ride en lui-même, c'est surtout l'ambiance. Tout le package, toute la déco, c'était le tout premier grand 8 de SeaWorld Orlando, et c'est un grand 8 qui vaut largement le détour lui aussi. En plus d'être beau et d'être un chouette coaster, il rince, alors je sais pas ce qu'il te faut, hein. Et puis c'est toujours sympa aussi d'aller se faire des BM ancienne génération genre Kraken, c'est le genre de floorless qui vaut aussi largement le détour. Alors tu iras, tu feras pas l'impasse et tu iras. Bordel de merde. Il est temps pour moi de clôturer cette vidéo consacrée à SeaWorld Orlando, j'espère évidemment qu'elle vous a plu. Si vous découvrez la chaîne avec cette vidéo et qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Et pour tout le monde évidemment, si la vidéo vous a plu, c'est le pouce bleu qui va bien. Dans la prochaine vidéo les petits gars, on retourne à Walt Disney World, on se fera notre deuxième parc de ce resort, à savoir Disney's Hollywood Studios, la tote floridienne. Et jusqu'à cette prochaine vidéo les petits potes, et ben comme d'habitude, portez-vous bien et ridez bien. Allez ciao.